Madame Brunet, je vous donne la parole par rapport au SIAO, le lien avec le logement social, le lien avec les résidences accueil notamment, et la Cora. Donc effectivement, l'objectif de mon intervention, ça va être de vous présenter la commission d'orientation résidence accueil. C'est un outil qu'on a mis en place il y a maintenant 5 ans. Mais avant cela, et ça me paraissait important quand même de vous rappeler rapidement, je dis bien rapidement, les missions du SIAO, notamment de rappeler les 3 grandes missions, à savoir le 115, la mission hébergement-logement et un observatoire social. Très rapidement aussi sur les missions d'un SIAO, c'est recenser l'ensemble des demandes et évaluer ces demandes vers l'ensemble des dispositifs d'hébergement d'urgence, d'insertion, d'intermédiation locative et de logement adapté. Donc on en parlait ce matin, logement accompagné, logement adapté. C'est vrai que j'ai souvent tendance à prendre un peu la sémantique de la DEX parce qu'on travaille très en lien avec eux. Logement adapté, pension de famille, maison relais, résidence accueil, résidence sociale. Et prochainement FJT, en cours de travail. On a aussi comme mission de recenser l'ensemble de l'offre sur notre département, puisqu'on doit avoir aussi une maîtrise fine de ce qui existe en termes d'hébergement et de logement, puisque l'idée est bien d'orienter au mieux les personnes qui sont dépourvues de logement ou qui risquent de l'être. On favorise aussi la fluidité de l'accès au logement des personnes. On coanime une commission d'orientation logement d'abord en lien avec les services déconcentrés de l'État, on en parlait ce matin avec la DES. On assure également une coordination des acteurs de la veille sociale, donc là plus au sens 115, SAMU social, accueil de jour, mais aussi tous les intervenants qui vont être dans les dispositifs d'accueil, d'urgence, d'hébergement et de logement. Pardon, je ne m'étouffe pas. Et on participe également à l'observatoire social. Donc on a un observatoire social. L'idée étant de faire remonter des données, faire remonter des besoins, mais aussi de pouvoir participer à des diagnostics de territoire afin de porter des projets, des ouvertures de structures. Pour ceux qui ne connaissaient pas, on pourrait faire un lien avec la MDPH. On centralise, on évalue les demandes, on oriente. Notre public, ça va être les personnes dépourvues de logement, la MDPH des personnes dans le champ du handicap. Très rapidement, l'idée effectivement de mon intervention, ça va être de vous rappeler la genèse avant la mise en place de la Cora et ensuite la Cora et son fonctionnement. Quelques brefs rappels. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'orientation sur l'ensemble des places créées sur les résidences accueil sont systématiquement orientées par le SIAO. Et c'est là où il y a une coordination, justement, puisque le public accueilli sur ces dispositifs sont bien un public isolé, en situation de handicap psychique stabilisé. Donc il fallait bien faire un lien entre le médical et le social. 4 résidences aujourd'hui dans le Calvados qui représentent 90 places. La résidence accueil Vie et Partage à Saint-Pierre-en-Auge, la résidence accueil Luce portée par Vive 3 à Fleury-sur-Orne qui a ouvert en 2016, la résidence accueil Léon Richer portée par les foyers de Cluny qui a ouvert en 2019 et a suivi la même année la résidence accueil de l'Appart portée par l'APSV, donc l'association pour les personnes en situation de vulnérabilité, un travail entre la AJB et l'AXEA, comme le rappelait Christophe tout à l'heure. Avant la mise en place des Cora, chaque résidence accueil avait son propre fonctionnement. Il fallait que les places, quand même, soient centralisées via le SIAO, donc on avait bien le nombre de places, mais chaque résidence accueil avait son propre dossier papier, son propre circuit, ses propres membres, on va dire, en commission d'attribution. Et c'est vrai que très rapidement, c'était nouveau, je pense, pour chacun, pour les résidences accueil, pour le SIAO, on a repéré des besoins, on a identifié des besoins, notamment un besoin d'articulation entre les différentes résidences accueil, puisque même si c'est un même dispositif, elles ont toutes quand même une spécificité. Donc ça permettait, en se mettant autour de la table, d'échanger sur l'équilibre des personnes qui y sont accueillies, et ça c'est primordial, l'équilibre du collectif.
Sauf que sans commission, sans concertation, on peut pas, bien entendu, on ne pouvait pas savoir quelle était la situation de la personne, que ce soit sur le plan social ou médical. Un autre questionnement était autour de la sécurisation et de la transmission des données médicales. Le SIAO n'est pas habilité à recevoir des données de cet ordre. Donc il fallait également travailler sur ce circuit, puisqu'on a pu voir parfois des résidences accueil qui recevaient des dossiers médicaux, alors qu'il n'y avait pas de médecin présent au sein des résidences accueil. Et un autre questionnement a été celui de notre place, nous SIAO, puisqu'on n'a pas vocation à siéger en commission d'attribution, mais bien en commission d'orientation et plutôt les animer quand les dispositifs sont intégrés, puisque, comme je le rappelais, on oriente, mais ce sont bien les responsables de structure qui restent responsables de leur admission. Même s'il y a des refus, ces refus doivent être argumentés, puisque nous, on doit aussi retravailler, on va dire, une orientation avec le travailleur social, mais aussi avec la personne. De ces constats, on a mis en place un groupe de travail en octobre 2019 avec l'ensemble des directeurs des résidences accueil, différents médecins psychiatres, l'ADETS et le SIAO. Et c'est vraiment par le biais de ce travail en tout cas de coécriture, a donné lieu à un règlement de fonctionnement qui est venu cadrer l'organisation et l'animation des commissions d'orientation résidence accueil. Du coup, je vais vous parler du fonctionnement. Donc, ces commissions sont mises en place depuis mars 2020. Elles se tiennent à hauteur de 3 fois par an, une par trimestre. Après, en cas de besoin, que ce soit des résidences accueil parce qu'il y aurait potentiellement de la vacance, il y a possibilité effectivement d'organiser une 4e CORA. Rien n'est rigide, étant que nous avons des listes d'attente, il y a des personnes en attente, et ça serait dommage de laisser de la vacance locative auprès des résidences accueil. De citer les membres qui siègent aujourd'hui à la CORA, donc on a des titulaires et des suppléants, les directeurs, direction des 4 résidences accueil, chefs de service des résidences accueil, 3 médecins psychiatres, un médecin du CHU-de-Caen, un médecin psychiatre de l'EPSM et un médecin des foyers de Cluny, un représentant des usagers, advocacy ou une AFAM, un représentant de la DETS et le SIAO qui est chargé de l'animation. Les modalités de saisine, donc comment on peut passer un dossier en commission d'orientation résidence accueil, c'est de transmettre une demande via l'application. Donc on travaille avec une application qui s'appelle SIAO, Service Informatique SIAO. De compléter l'entièreté de la fiche, c'est comme une demande de logement social, une demande d'un dossier papier avec une évaluation sociale, etc. D'également transmettre au SIAO une lettre de motivation de la personne. C'était quelque chose qui n'était pas demandé au départ, et c'est vrai que ça a été une vraie demande des résidences accueil. Donc le SIAO centralise les lettres de motivation et en fait lecture également. Et puis le courrier médical. Le courrier médical, il est adressé aujourd'hui à Dr Crété, et merci, puisque vous aviez pu faire cette proposition lors du groupe de travail, puisque ce qui nous interrogeait était vraiment la sécurisation et la confidentialité de ces données, puisqu'il y a quand même différents indicateurs dans le règlement de fonctionnement, et que nous ne sommes pas médecins psychiatres. Et c'est vrai que Dr Crété avait proposé que les courriers médicaux soient transmis aux femmes Léon Richer. De fait, on s'est organisé, on collabore aujourd'hui étroitement avec Madame Renard, que je cite et que je remercie aussi, parce qu'elle contribue énormément à la préparation et à l'organisation vraiment en amont de cette commission, puisque 15 jours avant la tenue de la CORA, le SIAO fait un point sur la liste d'attente, donc en interne, de la réception de la lettre de motivation, et ensuite on a un point téléphonique avec le secrétariat, donc avec Madame Renard, secrétaire du FAM Léon Richer, afin de s'assurer qu'elle a bien réceptionné les éléments médicaux. Une fois qu'on a les 3 critères, le dossier est complet et celui-ci passe en commission d'orientation résidence accueil. Les dossiers complets, donc comme je vous le disais, ils font l'objet d'un passage, sachant que chaque courrier médicaux vont être transmis aux 3 médecins qui siègent en commission, puisque les courriers médicaux ne sont pas lus en instance. Chaque médecin, d'où l'ordre du jour 15 jours avant, afin que chaque médecin psychiatre qui siège
puissent prendre vraiment connaissance de ce courrier. En Cora, le SIAO, donc, comme je vous disais, se charge d'animer, on présente le volet social, il y a la lecture de la lettre de motivation et ensuite on débat de manière objectivée avec les médecins psychiatres sur l'évaluation qu'ils ont pu faire du dossier médical afin de réfléchir, d'étudier collégialement si le dossier de la personne est en adéquation avec les missions d'une résidence accueil. Si c'est le cas, la personne est orientée. Donc comme je vous disais, on veille aussi à l'équilibre des différentes résidences accueil. Donc ça, les gestionnaires de résidence savent nous le dire aussi quand il y a des profils similaires ou peut-être des difficultés repérées, des fois aussi au sein des résidences accueil qui peuvent mettre à mal les autres résidents. Quand même aussi une fragilité à prendre en compte. Donc parfois on peut orienter un dossier vers 2 résidences accueil, 3, 4, ou parfois vers une résidence accueil. C'est vraiment d'affiner le projet de la personne. On peut ajourner des dossiers. Alors soit il nous manque des éléments d'ordre social, soit il nous manque des éléments d'ordre médical. Je prends l'exemple de la dernière Cora, on a ajourné sur 12 dossiers, 3-4 dossiers parce que le certificat médical n'était pas conforme au règlement de fonctionnement. Donc, je dis bien ajourné, ça veut dire que ces dossiers-là on pourra les revoir. Et il y a un refus quand le dossier n'est pas en adéquation avec les missions d'une résidence accueil. Donc après les commissions d'orientation, je reviens vers chaque travailleur social pour lui donner la notification. J'écris un courrier à chaque personne, à la personne qui a fait la demande, en lui expliquant le refus, l'orientation, l'ajournement. C'est vrai que sur la dernière Cora, comme je disais, suite aux ajournements liés au courrier médical, j'ai pu retransmettre le règlement de fonctionnement, puisque toutes les données y sont, afin que ça soit transmis à des médecins psychiatres qui seraient un petit peu plus éloignés de notre dispositif, d'avoir vraiment les éléments et d'éviter d'ajourner si le dossier de la personne est vraiment en lien avec, les missions d'une résidence accueil. Et pour terminer, un relevé de décision est transmis à chaque membre, donc titulaire et suppléant des Cora. Voilà, juste pour terminer, c'est vraiment de remercier l'engagement et le partenariat de tous les membres qui participent à la Cora. Pour remercier le Dr Crété et de remercier aussi encore Madame Renard, puisque vous contribuez quand même à l'organisation de cette commission. C'est du temps pour chacun, notamment pour les riches, comme Madame Renard, comme je dis, des fois c'est du temps non financé. C'est vraiment un travail de collaboration, de partenariat. Et voilà, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des partenaires de la Cora. Merci. Alors c'est vrai que c'était important de partager ça parce que vous voyez là, on est typiquement dans la création d'un dispositif transversal qui permet d'éviter justement ce que Mme Brunet expliquait, c'est-à-dire que chaque structure décide par elle-même uniquement, voilà, dans sa... Non, je ne suis pas d'accord. Si. Mais on essaye en tout cas de travailler transversalement, ce qui amène quand même à des débats, des fois, à des choses compliquées, mais au moins on s'en parle et ça permet qu'il y ait un peu, quand même plus de transversalité. On arrive au terme de la journée. Est-ce qu'il y a une ou deux questions par rapport justement au dispositif de SI-SIAO, résidence accueil? J'ai juste une petite précision à demander. Par rapport aux résidences accueil, j'ai bien compris le fonctionnement de centralisation du SIAO. Est-ce qu'une personne, on parlait beaucoup du choix de la personne, que ça soit une question de quartier, une question de des petites particularités entre chaque résidence accueil, est-ce qu'une personne peut demander quand même une seule pour x, y raison, elle voudrait cette résidence accueil? Et dans ces cas-là, comment c'est étudié? Est-ce que malgré tout, ça peut être pris en compte malgré cette demande? Oui, bien sûr, c'est souvent le cas. C'est vrai que nous, on invite aussi les professionnels à bien présenter les résidences accueil, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, elles ont aussi toutes leurs spécificités, leur quartier aussi. Donc c'est important, c'est pas les mêmes collectifs, il n'y a pas le même nombre de places. À Léon Richer, on est 30, à l'appart, on est 14, chez Luce, on est 26, Saint-Pierre-en-Auge, c'est un autre territoire, on n'y accueille que des femmes. Donc oui, il n'y a pas de frein. Nous, on en parle ouvertement en commission d'orientation. Souvent, les directeurs de résidence vont dire cette personne est venue visiter.
Bien sûr, l'idée c'est de ne pas la mettre en difficulté et qu'elle refuse une orientation alors qu'elle a... Non. Ça on entend complètement. C'est vrai que moi je parlais de projet de vie. C'est important que la personne elle se projette vraiment sur ces lieux d'accueil comme les pensions de famille, maisons volées. Enfin, c'est souvent, je prends cet exemple-là, on est sur les mêmes dispositifs. Okay. C'est vrai que si je peux me permettre de compléter, l'intérêt de cette Cora, c'est qu'auparavant, chaque résidence accueil avait du coup donc sa propre filière d'admission, et la Cora permet de proposer l'orientation la plus adaptée à la personne en fonction des spécificités de chaque résidence. Certaines sont plus structurantes, comme Léon Richet apporte un cadre plus sécurisant, d'autres sont plus ouvertes. Et donc c'est vraiment, voilà, la Cora permet d'adapter au mieux la résidence au projet de la personne. Moi, j'avais une petite question quand même, Jessica, pratico-pratique, qui animait la Cora, quels conseils vous pourriez donner aux professionnels pour élaborer, optimiser un dossier de demande de résidence accueil? Des choses à faire, à ne pas faire? Alors, déjà, c'est bien connaître l'émission d'une résidence accueil pour pouvoir la proposer à la personne. De prendre attache avec nous SIAO aussi. Il n'y a pas besoin des fois de faire une demande SIAO, vous pouvez nous appeler. L'idée c'est aussi d'échanger de la situation. Des fois on va vous dire bah non, ne constituez pas le dossier, c'est trop tôt, c'est prématuré au niveau des résidences accueil, ça passera pas. Peut-être le temps qu'il y ait un CVS qui se mette en place parce qu'il n'y a pas trop d'expérience en logement autonome, etc. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Après pour un dossier vraiment qui soit complet, n'hésitez pas à demander le règlement de fonctionnement pour qu'on puisse vous le transmettre, notamment pour le transmettre au médecin psychiatre pour qu'il ait les indicateurs qui sont demandés par le médecin psychiatre qui siège en commission, de compléter au mieux la demande SIAO. Mais c'est vraiment d'avoir une connaissance, en tout cas, des missions pour pouvoir proposer cette orientation-là à la personne. Et puis c'est pas un frein. C'est aussi la possibilité d'aller visiter les résidences accueil avec les personnes. Ça se fait beaucoup sur les pensions de famille. C'est vrai que tout à l'heure, des collègues de Léon Richet en parlaient aussi. Il ne faut pas hésiter à contacter les structures. Il y a un SIAO, oui, mais le lien peut être fait aussi pour se renseigner, aller visiter. Je pense que ça, c'est primordial. L'association des amis de Jean Bosco. Oui. Non. Associatif. On les connaît. Après, la tutelle derrière, c'est la DES. Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on le disait ce matin, on a été amené au travers du développement de tous ces outils du côté du logement à travailler avec un nouvel interlocuteur en termes de tutelle, qui est la DES, que pour beaucoup dans le médico-social, on ne connaissait pas, à part les gens qui étaient déjà du côté peut-être plus logement, mais nous, médico-social, foyer d'accueil, SAMSA, etc., c'est ARS, département, nos deux principaux interlocuteurs. Là, maintenant, on a un troisième interlocuteur, qui est la DES, côté logement. Et c'est important de se tourner vers ce nouveau partenaire. Parce qu'en effet, je pense que c'est avec ce partenaire-là que demain, nous allons continuer à proposer, à créer des projets de